14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Même s'il n'est pas question de diaboliser la pornographie, nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il faut agir pour que les enfants ne soient plus victimes de ces images troublantes, choquantes et souvent traumatisantes. Avec mon invité Samuel Comblès qui travaille sur la protection de l'enfance, nous allons évoquer ce que propose l'éducation nationale pour lutter contre la pornographie. Et puis on pourra également voir ce que les parents doivent faire pour que les enfants soient moins en danger. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur l'éducation à la sexualité. Je dois dire que le sujet est particulièrement complexe. Mais entre ceux qui croient que les enfants doivent être éloignés de tout discours sur le sexe et ceux qui veulent leur apprendre tout et n'importe quoi trop tôt, essayons ensemble de trouver le juste milieu. Donc je vous invite à venir témoigner, à poser vos questions et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Samuel Comblès, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence et vous êtes directeur général adjoint de l'association e-enfance. Vous avez eu envie qu'on évoque ce sujet. Alors d'abord, je crois qu'on a tous les deux la voix un petit peu... Oui, un peu fatiguée la fin d'année. On va y arriver, Oui. on prendra le relais s'il y en a un des deux qui tousse, il n'y a pas de souci. Ce sera de la musique. Pourquoi pas. Alors déjà, on peut peut-être revenir sur cette loi qui fait avancer les choses. Le 17 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision historique. Oui, et comme vous le dites, une grande décision pour l'association e-enfance, et je dirais pour les jeunes et la protection vis-à-vis de la pornographie, puisque l'association dont je suis le directeur adjoint avait lancé une action en justice contre les fournisseurs d'accès. Donc il y en a 4 en France, Bouygues, Free, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et en fait... on s'est rendu compte que les fournisseurs d'accès devaient faire peut-être un peu le ménage dans les sites qu'ils hébergent, puisque depuis quelques années maintenant, les sites internet pornographiques doivent complexifier leur accès pour les mineurs. C'est-à-dire que quand on est un mineur, aujourd'hui, on ne doit plus simplement dire je suis majeur et je peux rentrer sur le site. Il faudrait que ce soit un petit peu plus complexe. Donc pour le rendre complexe, il faudrait par exemple qu'il y ait une reconnaissance des traits du visage, par exemple, pour attester de l'âge exact de la personne. On pourrait demander... Surtout qu'ils sont souvent plus malins que nous. Ils sont plus malins, exactement. Ils contournent ça, ou on pourrait demander éventuellement que l'utilisateur envoie sa carte d'identité ou l'empreinte de sa carte bancaire pour justifier qu'il est majeur. Bon, le problème, c'est que la majorité des sites pornographiques n'avaient pas respecté donc cette loi. Ça fait encore une fois plusieurs années que ça devait être mis en place, en juillet 2020 plus exactement. Et donc, nous avons engagé cette action en justice contre les fournisseurs d'accès et la Cour d'appel de Paris nous a donné raison. Et donc, depuis maintenant, donc le 17 octobre, un certain nombre de sites internet, je ne vais pas les citer, c'est pas le plus intéressant, mais en tout cas, se sont mis en ordre de marche pour faire en sorte que quand on est un mineur, on ne puisse pas y avoir accès aussi facilement qu'avant. Alors, c'est pas tous les sites pornographiques actuels qui sont utilisés par les jeunes qui se conformeront à cette décision de justice, mais le combat continue, j'ai envie de dire, parce que on a besoin que tous les jeunes soient protégés de la même manière, parce qu'on le sait très bien, les jeunes vont aller évidemment sur les sites qui sont plus facilement accessibles. Mais en tout cas, c'est la première fois que la justice rendait enfin une décision qui aille dans le sens d'une protection de l'enfance, alors que ça faisait plusieurs années qu'on réclamait justement que le ménage soit fait au sein de ces sites internet. Donc on peut s'en réjouir parce que c'est le sujet du jour. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup la pornographie comme une espèce de guide mode d'emploi pour découvrir ce qu'est la sexualité des adultes. Nous, à l'association e-enfance, on n'a absolument rien contre la pornographie. Je le dis parce que parfois nos détracteurs nous accusent de ça. On n'est pas du tout des censeurs. C'est très bien que la pornographie puisse exister pour les adultes, mais c'est vrai que pour les mineurs, on peut s'interroger quand même sur ce que cela peut produire comme effet sur les plus jeunes ou même sur les adolescents. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mieux contrôler cet accès pour pouvoir aussi peut-être proposer un contenu, un discours qui soit de qualité pour les jeunes, quelque chose qui soit structurant, qui soit pas aussi anxiogène que ce que la pornographie peut leur envoyer, et puis quelque chose qui
qui soit au-delà de ce que doit être la sexualité en termes de rapport physique, parce que dans la sexualité, il faut aussi qu'on puisse parler de consentement, d'émotion, de sentiments, de respect. C'est deux êtres qui se rencontrent, c'est pas deux organes sexuels qui se rencontrent. Exactement. Et c'est vrai que le nouveau programme dont on parlait en début d'émission, de l'éducation nationale, il vise peut-être un peu à élargir justement. Alors justement, cette représentation. vous m'avez envoyé tout le document. Merci. J'ai passé un week-end studieux. Alors, je trouve que les trois grandes idées, je vais les donner tout de suite. Se connaître soi-même, vivre et grandir avec son corps. Ensuite, rencontrer les autres et construire avec eux des relations, s'y épanouir. Et ensuite, trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Alors, sur le papier, c'est formidable. Je dirais même qu'on devrait depuis toujours apprendre ça à tout individu digne de ce nom. Après, je suis un petit peu sceptique sur la manière dont ça va être fait, parce qu'il faudrait des personnes très très compétentes pour pouvoir donner les bonnes informations. Ben oui. Et c'est ça tout le problème. Alors c'est un des problèmes, effectivement. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles ce programme est critiqué. Moi, je pense quand même qu'il faut saluer les choses quand elles avancent. On est d'accord. On a quand même une envie de moderniser un petit peu le discours qui était transmis dans les écoles. Ça parle des émotions, ça parle pas uniquement de reproduction. Exactement. Et d'IST. Ça parle d'orientation sexuelle, ça parle de genre aussi. Enfin voilà, tout ça évidemment à un niveau d'âge adapté, parce que c'est vrai que les détracteurs disent aussi, mais attention, parler trop tôt de sexualité à des enfants de primaire peut être c'est très régulé suivant les classes. Voilà, ça évolue évidemment, mais c'est vrai que on peut s'interroger sur la formation des personnels qui vont devoir dispenser ces formations. Les détracteurs disent aussi, mais est-ce que c'est à l'école? Parce que nous deux, on n'a pas le temps, c'est ça le problème. Exactement, on ne peut pas aller les voir tous. Et puis la question, mais c'est peut-être qu'on pourra en débattre aujourd'hui, c'est est-ce que c'est à l'école d'aller s'immiscer dans la sexualité des jeunes? Est-ce que c'est à l'école d'aller expliquer justement comment les choses doivent se faire? C'est aussi ce que disent certaines personnes, qu'il faut laisser les enfants grandir, découvrir par eux-mêmes. Et le problème, c'est toujours pareil, c'est que dans une classe, il y en a qui seront prêts à entendre de manière correcte, et puis d'autres qui vont être complètement perturbés. Et puis je pense que dans les années 60, on aurait pu effectivement se dire, il y a ceux qui vont s'en sortir, et puis ceux qui seront un peu plus à la traîne, mais c'est pas grave, ils découvriront bien un moment. Le souci, la petite différence par rapport aux années 60, c'est qu'on a Internet aujourd'hui, et que les jeunes, ils nous le disent bien, si vous n'avez pas le courage d'en parler, si vous n'avez pas le temps de nous en parler, c'est pas grave, les adultes, on va se débrouiller autrement, on va s'échanger des films, on va regarder sur Internet des choses qui sont très faciles d'accès. C'est pour ça qu'il faut aussi réguler, je dirais, cet accès à la pornographie. Dans les années 60, c'était pareil, on allait chercher ce qu'on pouvait, alors on allait dans la Redoute, regarder c'était quand même d'un autre. Mais c'était moins violent, non, mais c'est ça. C'était moins violent, c'était plus difficile d'accès, c'était quand même moins accessible aux enfants très jeunes. Là aujourd'hui, on le sait, les enfants dès la classe de CM1, CM2 regardent des images pornographiques. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment que les adultes soient au rendez-vous, d'apporter un contre-discours à ces mineurs qui, occasionnellement, parfois ou même en l'ayant recherché, vont regarder de la pornographie, pour leur dire attention, ce que tu as vu, ça n'est pas le reflet de la sexualité des adultes. Mais est-ce que, moi je me dis toujours, on pourrait faire la comparaison avec les films violents, de plus en plus violents, et je trouve que ce serait quand même bien que tous les parents, et les parents qui m'écoutent là, j'aimerais bien qu'ils viennent témoigner. Est-ce que vous ne croyez pas que tous les parents pourraient donner juste cette information ? Alors oui, il pourrait le faire. D'ailleurs, quand je parlais de contre-discours, je pense que pour les films violents, pas toutes les familles le font, mais quand même, globalement, quand on est un parent, on fait exactement ça. C'est-à-dire qu'on va regarder un film violent avec un enfant et lui dire là, j'aimerais que tu regardes pas, ou je trouve que c'est vraiment très violent, c'est quelque chose qui m'a choqué moi-même. Enfin, on réagit devant un film violent, parce que l'avantage quand même, c'est qu'on peut le regarder en famille. Regarder des films pornographiques en famille, c'est évidemment... C'est déconseillé. C'est très plus que déconseillé. Je dirais même interdit. Voilà, exactement. Donc du coup... L'idée, c'est de pouvoir dire ça. Alors évidemment, on va pas le faire en même temps qu'on regarde un film pornographique, mais de dire attention, les enfants, les adolescents, ce que vous avez vu, ça n'est pas un spectacle qui vous est réservé, c'est quelque chose qui est fait pour les adultes. Et nous les adultes au sens large, les parents, les professionnels, les personnes qui peuvent vous accompagner, on va vous transmettre les éléments qui sont, je dirais, nécessaires pour rentrer dans cette vie sexuelle, de pouvoir imaginer cette vie sexuelle sans contrainte, sans violence, sans angoisse, parce que je pense que la pornographie, comme je le disais tout à l'heure, renvoie quelque chose de très angoissant pour les adolescents, parce qu'il y a quand même l'idée de performance, l'idée de domination pour les garçons, l'idée de se soustraire
à cette domination pour les filles. Et je pense que aujourd'hui, quand un adolescent se projette dans ce qu'il va lui advenir quand il sera adulte sur le plan sexuel, je pense que c'est difficile de faire la part des choses. Et souvent, il n'a pas d'interlocuteur parce que, je vais le dire comme je pense, je trouve qu'en France, les adultes, ils n'ont pas le courage d'aborder ces sujets parce que souvent, ils ont peur de devoir parler de leur propre sexualité, de pouvoir... Ce qui n'est pas le sujet. Ce qui n'est pas le sujet. Et puis, franchement, je connais pas beaucoup d'adolescents qui s'intéressent à la sexualité de leurs parents. Je pense que... Non, c'est normal. C'est normal, mais c'est presque quelque chose d'assez naturel. Les enfants et les adolescents, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose d'un peu tabou dans la sexualité de leurs propres parents. Et moi, j'ai des patients avec qui je parle de ces sujets. Aucun ne s'interroge sur ce que peut être la sexualité de ses parents parce que voilà, c'est leur jardin secret et ça se comprend assez facilement. Et pour autant, il y a toujours cette inquiétude de la part des adultes de pouvoir dire les choses, de pouvoir répondre aux questions. Et puis, moi, je trouve que dans un premier temps, avant de répondre aux questions, il faudrait déjà prendre le temps d'écouter ce que les enfants ont à nous dire sur la sexualité, de pouvoir leur demander, mais c'est quoi ta représentation? Avant que moi, je te dise ce que j'en pense, qu'est-ce que tu as entendu dans la cour de récré? Qu'est-ce que tu as entendu peut-être à la télé, dans des reportages? Heureusement, il y a aujourd'hui plein de choses. Et surtout ne pas passer outre quand l'enfant donne un mot comme fellation, gangbang, je ne sais quoi. Tu verras quand tu seras plus grand, sauf que on n'est jamais au bon âge pour pouvoir le découvrir. Ça veut dire que déjà il y a quelque chose qu'il a entendu au moins et il faut dont donner il faut du parler. sens. Une petite pause, on se retrouve dans un instant. C'est Valérie Expert, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Comblaise et nous évoquons donc l'éducation à la sexualité, notamment à l'école, et puis peut-être quels seraient les messages que peuvent passer les parents. Valérie, bonjour, vous êtes maman, hein, il me semble. Oui, pardon, moi aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Comblaise. Bonjour Valérie. Donc oui, effectivement, je suis maman de 2 grands enfants, on va dire. Oui. 25 ans et 22 ans maintenant. Bon, ça va. Oui, la question, la question de l'adolescence est passée. Le plus dur est fait, effectivement, c'est bien ça. Pour répondre un peu au sujet de l'émission, je trouve que l'éducation à l'école, moi, ça me dérange. Okay. Je suis pas favorable à cette idée. Je trouve que c'est mon rôle. Et c'est le rôle que j'ai tenté de tenir auprès de mes enfants. Je comprends bien sûr tout à fait, mais dites-nous plus clairement en quoi ça vous dérange. Je trouve que c'est un sujet qui est délicat et les enseignants ne sont pas forcément formés pour ça. Et déjà, nous, en tant que parents, il faut qu'on trouve les mots pour pouvoir expliquer à nos enfants et savoir faire passer des messages sans les heurter, sans les fâcher, sans se fâcher avec eux. C'est déjà pas évident en tant que parent d'enfants d'arriver à avoir des discussions franches et qui puissent aboutir. Donc à l'école, avec les copains qui écoutent, qui regardent, ceux qui vont peut-être sortir des bêtises pour faire rigoler les copains. Bon, il y a déjà un contexte qui est un peu particulier. Et puis, je préférerais que les enseignants fassent leur travail à eux plutôt que ça, quoi. Voilà, oui, ils sont pas formés pour ça. Vous êtes nombreux à penser ça, Valérie. Et quelque part, je suis pas complètement contre ce que vous dites, parce qu'en effet, chaque enfant est un cas particulier et c'est pas évident de donner à une classe entière la même info. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous disiez que vous jouez ce rôle donc pour apprendre à vos enfants comment aborder ce sujet, comment le réfléchir. Oui. Est-ce que c'était un rôle facile à apprendre? Est-ce que vous avez trouvé, vous parliez des mots par exemple à trouver, est-ce que c'est des mots que vous avez trouvés facilement ou comment ça s'est passé? On va dire que c'est pas évident parce que comme on vient de le dire, chaque enfant est unique. Donc moi j'ai un garçon en aîné et une fille après. La relation mère-fils, mère-fille est déjà différente. Oui. Et l'idée avec mon fils, c'était de lui apprendre le respect aussi de la femme, de la jeune fille, en plus de la sexualité. Donc il fallait qu'il soit réceptif à ce que je pouvais lui dire. Donc
j'ai eu de la chance de ce côté-là. C'est vrai que c'est un jeune homme qui parle facilement, qui écoute facilement, donc voilà. En tout cas, j'ai envie de dire bravo Valérie, parce que si toutes les mères expliquaient à leurs garçons qu'il faut respecter les femmes, on avancerait déjà d'un grand pas. C'est ça, tout à fait. Parce que c'est aux mères d'expliquer ça à leur fils, je trouve. Mais si on veut arrêter que se perpétue, entre guillemets, une tradition d'hommes machistes, il faut que les mamans arrêtent d'élever leurs enfants comme des machos et des petits rois à la maison. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, parce que tous les parents n'ont pas cette possibilité ou cette capacité de pouvoir accompagner leurs enfants sur ce sujet qui est, il est vrai, délicat. Donc, je vous rejoins sur un certain nombre de choses, mais si les parents ne sont pas au rendez-vous et si l'école, si je vous suis, ne l'est pas non plus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque dans ce cas-là? Parce que tous les parents ne font pas justement cet apprentissage. Bien sûr, mais je pense qu'il y a une histoire culturelle aussi, il y a une question d'éducation. Dans certaines familles, c'est des sujets qui sont tabous, qui ne sont pas abordés. Et je pense qu'on vit dans un pays où on a la chance de pouvoir avoir des associations, des professionnels. Et j'aurais envie d'inviter les familles, les parents à se retourner, à aller voir ces personnes-là justement pour se faire aider. Mais si on n'a pas les mots. Oui, bien sûr, mais Valérie, justement, est-ce que vous avez eu les mots, vous, par rapport à la pornographie? Est-ce que vous leur en avez parlé ou est-ce que vous avez... Alors la pornographie, on l'a abordée, bien entendu, parce que c'est une génération, là en tout cas pour mes enfants, où ça a commencé à devenir... c'est clair, à prendre de plus en plus de place, ce qui n'était pas mon cas, ni celui de mon mari, quand on avait leur âge. On était quand même beaucoup plus protégés. Et je dirais que c'était de leur expliquer que ce qu'ils voyaient, ce n'était que des images, c'était pas la réalité. Que moi, en tout cas, je trouvais ça violent parfois comme image, en fonction des films qu'on pouvait voir, certaines images, et que il fallait qu'ils comprennent que traiter une jeune fille comme ça, c'était pas forcément possible, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas possible. Donc il fallait de l'écoute entre les deux, il fallait du respect, et que si la jeune fille ou même le jeune homme dit non, c'est non, quoi. Voilà, et on écoute et on respecte. Bah, bravo. Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel à des âges où ils avaient besoin. À quel âge vous avez commencé à leur en parler? Alors je me souviens que pour mon fils aîné, ça a été sur le collège. Je pense autour de la 5e. Et maintenant qu'ils sont adultes, et votre fille, vous avez commencé à quel âge? Peut-être un tout petit peu plus tard, mais c'est plus délicat, je trouve, de l'aborder avec une fille, parce que justement, il y a cette rivalité, entre guillemets, entre la mère et la fille, et il y a ce côté où elles veulent tellement se décrocher de leur mère qu'il faut trouver des biais pour arriver à parler de ce sujet aussi. C'est pour ça que je pense qu'avec sa fille, en tant que mère, c'est bien d'en parler assez tôt, justement. Avant 10, 12 ans, presque. Alors évidemment, on ne parle pas de sexe à une enfant de 8 ans, mais on peut lui parler de son corps, on peut lui parler de sa relation aux autres, de ses émotions. C'est ça. Alors par contre, ces choses-là, elles ont été abordées bien avant de parler de sexualité ou de choses comme ça. Le corps, le respect du corps, la pudeur qu'on peut avoir, tout ça, c'est des choses qu'on a abordées très tôt. Et maintenant qu'ils sont adultes et qu'ils regardent un peu ce qui s'est passé justement dans l'éducation que vous leur avez proposée, ils en disent quoi? Ils disent que c'était bien de pouvoir l'avoir fait avec vous, ils auraient préféré avoir une personne extérieure. Comment c'était? Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai appelé pour pouvoir témoigner et que j'ai un tout petit peu expliqué, en fait, ce que je pourrais en dire de ce sujet, ma fille était dans la pièce. Ah. Et j'ai dit à votre collègue que il fallait être subtil et leur laisser aussi une marge de découverte. Et elle m'a regardée, et elle m'a levé le pouce en me disant « Oui, c'est ça, maman, tu as raison. Il faut les deux, c'est bien. » Voilà. Donc écoutez, je pense que le signe était pas mal. Bravo. Si votre fille est ravie de ce que vous lui avez donné comme information, je crois qu'on n'a rien à dire. On peut en effet que lever le pouce aussi et dire bravo. Bravo. Merci en tout cas de ce joli témoignage, Valérie. Merci Valérie. Et je crois qu'en effet, beaucoup de personnes comme Valérie pensent que c'est leur rôle. Et c'est vrai que... d'une certaine manière, je le comprends tout à fait, mais en même temps, tous les enfants n'ont pas cette chance. Exactement.
toute la question qu'on va aborder durant ces 2 heures. Mais tout de suite, j'ai le plaisir de vous offrir un cadeau. C'est notre grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et peut-être que vous allez gagner une carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Starlet. Pourquoi pas le calendrier de l'Avent de la marque Guino. En tout cas, il faut appeler le 0826 300 300 et ce sera le 13e appel qui va gagner. Aujourd'hui, avec Samuel Comblaise, nous évoquons l'éducation à la sexualité pour les enfants et les jeunes adolescents. Vous voulez participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, en Love Conseil, on va parler de la distance. Est-ce que c'est un aphrodisiaque de l'amour? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en effet, les couples qui ne vivent pas ensemble, qui sont séparés, c'est pas forcément un tue l'amour. Mais il y a quand même quelques règles simples qu'il faut respecter, et c'est ce que je vais vous donner comme règle. Quelle que soit la distance, le lien de part et d'autre, eh bien, il faut qu'il soit maintenu régulièrement. Alors aujourd'hui, c'est facile, avec Internet, les SMS, les messages, mais peut-être aussi de temps en temps de se parler, c'est-à-dire de s'appeler ou alors se voir en visio. Mais c'est important de maintenir bien ce lien. Et puis celui qui va supporter le moins la distance, le manque, eh bien, je crois que c'est important qu'on lui prodigue de temps en temps des vraies preuves d'amour, de manière à ce qu'il puisse se reposer sur ça, les moments où il doute, les moments où elle doute d'ailleurs. Et puis je crois qu'il ne faut jamais se séparer sur un non-dit ou une dispute qui n'a pas été réglée. Sinon on va ruminer pendant qu'on sera séparés. Et de même, je pense que c'est pas mal de se fixer un autre rendez-vous précis quand on se sépare, même si c'est dans un mois, de manière à ce que chacun sache que les retrouvailles sont prévues, voilà. Et puis, je crois qu'il est important aussi de bien soigner les retrouvailles, parce que à ce moment-là, vous verrez que les séparations sont un excellent moyen justement de maintenir la passion. Et puis, si vraiment l'histoire commence à compter, eh bien, je crois qu'il est important aussi de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, même s'il est loin. Et peut-être aussi de se projeter sur un avenir un peu plus commun, parce que ça c'est important aussi de voir que les deux sont aptes à s'engager, parce que sinon, en effet, la solidité du couple risque de ne pas vraiment se construire sur le long terme. Mmh. Oui, non, mais j'entends tout ça. Je pense qu'effectivement, mais c'est valable dans les couples proches ou dans les couples à distance, c'est d'avoir des règles, d'avoir un cadre, d'avoir quelque chose sur lequel on puisse se poser, parce que souvent les dissensions dans le couple sont liées au fait que ce sont des couples qui ne réfléchissent pas justement ce fonctionnement. Or, un couple, c'est un système, et un système, il a besoin d'une organisation, et parfois dans les couples qui ne s'entendent plus, de remettre justement un peu de règles de vie. En fin de compte, ça permet de retrouver du plaisir à être ensemble, et c'est vrai que la distance c'est pas forcément un problème, mais il faut que cette distance elle ait du sens, et qu'elle soit organisée de sorte que l'un et l'autre ne souffrent pas. Voilà, après un couple qui se voit une fois par an, je suis pas sûre que ça puisse tenir sur le long terme. Ouais. Ça c'est une autre histoire, mais voilà. Julie est avec nous maintenant. Bonjour Julie. Bonjour bonjour Brigitte, bonjour Samuel, pardon, bonjour. Excusez-moi. Je vous en prie, Julie. On vous écoute. Alors, donc pour revenir sur le sujet de l'émission, moi j'ai 3 enfants ados. Donc la problématique de la pornographie, c'est quelque chose que j'ai vraiment anticipé. J'avais lu que les premières images visionnées par les enfants, c'était vers l'âge de 10-11 ans, je crois. Donc ça signifiait qu'il fallait quand même un petit peu anticiper tout ça. Donc à la maison déjà il y avait des bloqueurs sur tous les outils numériques, donc ce qui évitait déjà qu'à la maison ça soit le lieu où il y ait accès à ça. Mais on sait qu'avec les copains, les téléphones portables, il n'y a pas que la maison. Donc on avait vraiment entamé un dialogue de prévention avec les enfants, de façon à leur expliquer qu'il y avait ça qui existait, que c'était absolument pas destiné à des jeunes enfants, que leur cerveau à eux était en construction,
et que ces images-là, en fait, pouvaient vraiment les choquer, et que sur le moment, ils s'en rendaient pas compte, mais c'est après, ça pouvait leur créer, en fait, des sortes de mini-traumatismes, et que plus ils regardaient ça jeune, moins leur cerveau était prêt, et plus ça pouvait les perturber. Et c'est quelque chose qu'ils ont bien compris. J'ai eu cette chance-là quand même avec 3 ados. Bon, le dernier ado a 13 ans, donc il est encore jeune, il a le temps de faire encore des bêtises. Mais en tout cas, sur ma fille aînée qui est aujourd'hui majeure et étudiante, cette prévention-là a bien fonctionné, et même sur la façon dont on abordait la problématique de la sexualité, de la vie affective, elle a été quand même réceptive à tout ce qu'on lui a dit, et elle n'a pas cédé aux sirènes, on va dire, de jeunes aujourd'hui qui peuvent malheureusement avec justement cet accès ultra facilité. Et là encore, Julie, quand on vous écoute, vous avez pris le temps de le dire assez tôt, il me semble. Hein. Ah oui, j'ai pas attendu que le problème se présente. Je leur avais dit. Et je pense que ça c'est important, Samuel Comblez, hein, d'agir et de parler en amont. Ouais. On entend qu'il y a même un tout petit derrière qui est là. Oui, je pense que c'est important d'en parler. Alors, c'est à la fois important d'en parler pour l'enfant et pour les parents, parce que je pense qu'on sera plus à l'aise de commencer à dire ses premiers mots sur la sexualité, quitte à parfois être un peu maladroit ou pas savoir trouver les bons mots. L'enfant sera peut-être un peu moins attentif que quand il aura un niveau de vocabulaire plus élevé, où il entendra chaque mot pour ce qu'il est. Donc, je pense que si on ouvre déjà un petit peu la porte très jeune, ça permet après de rajouter des éléments, des informations au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et puis, je pense que surtout l'important, c'est de se dire que la sexualité ne doit pas être un non-sujet dans la famille. Tout comme Internet aussi ne doit pas être un non-sujet. Ce qu'on observe trop facilement, trop souvent dans la plupart des familles françaises, c'est qu'on ne parle pas de ce que font les enfants dans l'espace numérique, et on ne parle pas non plus de ce sujet de la sexualité avec souvent des adultes qui disent « tu verras ça quand tu seras plus grand, c'est pas de ton âge », etc. Ce qui est idiot, parce que quand vous regardez toutes les séries auxquelles les jeunes ont accès aujourd'hui, la sexualité fait partie du scénario, parfois de manière assez crue d'ailleurs, hein, avec parfois même des pratiques sexuelles qui sont pas forcément les pratiques sexuelles classiques. Donc je pense que ça renvoie aussi aux jeunes un certain nombre de questionnements. Je parle pas de problématiques ou de choses qui pourraient les perturber, mais ça renvoie des questions, et je pense que les jeunes, ils ont besoin de trouver des réponses à leurs questions, et si ça ne vient pas encore une fois par les adultes, ils vont les trouver entre copains ou sur Internet, et je pense pas que ce soit les meilleures sources. Donc déjà de transmettre dès le plus jeune âge aux enfants l'idée que Internet et la sexualité, oui, c'est un sujet, alors pas comme les autres bien évidemment, parce que Internet pour les parents, ça peut parfois paraître très, très obscur, mais on peut se faire expliquer ça par les enfants. Et puis la sexualité, c'est les ados, ils y pensent, même je dirais les enfants, ils pensent assez facilement et assez rapidement dans leur vie. Alors non pas en termes de passage à l'acte sexuel, mais d'imagination, de réflexion, parce que on en parle dans les cours de récré, parce qu'il y en a partout dans les pubs, dans les séries, comme je le disais, et donc c'est vrai qu'ils ont besoin de se rendre compte que c'est un sujet dont on peut parler comme les autres, comme ça si un jour il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme il faut, ils sauront que les parents peuvent être des interlocuteurs de choix. Oui, Julie, vous voulez réagir ? Oui, en fait, c'est exactement la façon dont on a envisagé, nous, ici, avec les ados, c'est que ce sujet-là n'était pas tabou. En revanche, je ne leur ai jamais imposé des sujets avec lesquels ils n'auraient pas été à l'aise. C'est vrai que j'ai aussi attendu qu'il y ait quand même que ça commence un petit peu à les travailler ou en tout cas les interroger. Parce qu'il y a des moments aussi où c'est juste pas le moment, où c'est trop tôt. Et j'ai vraiment essayé de mesurer ça. Et c'est différent entre mes 3 grands-enfants. Il y a 3 approches différentes. Donc il faut s'adapter aussi. Et en même temps, les expériences des uns servent aux autres. Là, la grande sœur qui a commencé une vie affective avec un copain, etc., ça a permis d'en discuter aussi avec les frères et savoir comment se comporter aussi avec une femme le jour où ça sera pas techniquement, mais en tout cas aborder le respect,
le consentement et aussi ce qui était important chez moi, enfin en tout cas dans ma famille, c'est qu'ils fassent aussi un peu la différence des fois entre l'amour et le désir, et ce qui est souvent ce mélange quand on est très jeune et on peut avoir cet élan de vie très très fort, de désir très très fort et qui est quand même un petit peu différent de l'amour qui se construit quand même, qui est autre chose. Bien sûr. Donc, et peut-être, puisque vous avez parlé du consentement, je ne vais pas revenir sur ce que j'en pense moi de ce mot, mais ce qui est important quand même, c'est de toujours rappeler que ce que tu ressens n'est pas forcément ce que va ressentir l'autre. Et c'est en ça que on doit parler du consentement, c'est-à-dire que faut toujours s'assurer que l'autre est dans le même désir ou dans le même ou le non-désir d'ailleurs. Je voulais vous demander, Julie, quand vous avez transmis toutes ces choses à vos enfants, vous avez beaucoup parlé de dialogue et de débat avec eux. Est-ce que vous avez utilisé des supports pour pouvoir leur transmettre ce que vous aviez envie de leur transmettre ? Alors non, pas spécialement. Je sais que ma fille, alors là pour le coup c'est sa belle-mère, donc la compagne de son père, qui lui avait offert un livre sur la sexualité au féminin, mais bon, elle avait déjà 18 ans. Après, moi j'avais des petits livres sur les questions d'ados, des choses comme ça, donc c'est plus des livres. Et sinon pas vraiment de support. Si vous l'avez fait par les livres, c'était un peu le sens de ma question. Je pense que ça peut. Voilà, je vous posais la question surtout pour aider aussi les parents qui nous écoutent, de se dire que parfois d'aborder le sujet frontalement, c'est pas évident, mais de mettre alors moi je dis toujours, j'ai déjà dit à ce micro, mais de mettre des livres sur la sexualité dans les toilettes. Je pense que c'est vraiment un endroit privilégié, parce que les enfants en général, quand on leur dit lis ça, ils vont pas le faire. Et puis si vous rentrez dans leur chambre, vous rentrez dans leur chambre, ils sont en train de lire, ils vont être bien embêtés, alors que dans les toilettes en général on y va seul. Et ça permet du coup de se dire, à un moment ils vont y jeter un petit coup d'œil, puis vous faites évidemment évoluer les livres au fur et à mesure que l'enfant grandit, et vous savez qu'il y a quelque chose qui est lu, et après ils peuvent en reparler évidemment à la sortie. Mais voilà, et il y a aussi, parce que c'est vrai qu'on parle parfois d'Internet d'une manière un peu négative, mais sur Internet il y a aussi des supports extrêmement intéressants. Je pourrais parler par exemple d'une série sur Lumni, donc sur France Télévisions, une série qui s'appelle Sexo Tuto, qui aborde justement la sexualité. Alors c'est plus pour les ados un peu âgés, c'est pas pour des fins de primaire, mais en tout cas si on cherche des questions très claires sur plein de sujets, sur Sexo Tuto, on a vraiment la réponse à plein de choses. C'est deux jeunes qui se parlent, un garçon et une fille, et vraiment c'est humoristique, voilà, c'est assez pédagogique et respectueux. Enfin vraiment il y a plein de choses à découvrir, et donc on peut mettre les jeunes devant Sexo Tuto sans trop grand danger, et au contraire on peut se dire qu'ils vont apprendre plein de choses. Super, merci Julie, en tout cas merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on continue bien sûr avec vous. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, on se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de l'association e-enfance, et vous avez beaucoup œuvré notamment pour que on mette des freins sur les sites pornographiques pour les enfants. Enfin, pour que les enfants n'aillent pas sur ces sites, je crois, mais enfin, je crois que tout le monde avait compris. Je rappelle également que vous êtes directeur du 3018, qui est un appel pour les victimes de violences numériques. Voilà. Et vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui de cette éducation à la sexualité qui va aller dans toutes les écoles et les lycées. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont envie de poser des questions sur ce sujet, et ils sont évidemment les bienvenus. Mais pour l'instant, on écoute Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Brigitte. Bonjour Amélie. Samuel est avec nous. D'accord. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Allez-y. Eh bien, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que cette histoire d'éducation sexuelle dépend d'abord de l'âge et dépend beaucoup des intervenants. Alors, je pense qu'il n'est pas essentiel de regarder les programmes, parce qu'étant moi-même enseignante, je peux vous dire que les enseignants font ce qu'ils veulent avec ce qu'on leur donne. Donc, après, il y a les possibilités concrètes aussi. C'est-à-dire que vous avez beau dire les programmes comme si, après, il y a ce qui peut être fait dans un établissement. Personnellement, je suis à la fois mère et enseignante, donc je vois un peu les deux côtés.
Et il y a quand même une période qui est la période dite de latence. Hein, Brigitte, vous connaissez tout ça bien sûr bien mieux que moi. Et donc à partir de entre 7 et 10 ans, on va dire, un enfant peut entendre certaines choses, mais ça connecte pas dans son cerveau. Et à mon avis, c'est très bien que ça connecte pas. Et je vois pas l'intérêt de rentrer dans des détails extrêmement clairs, comme ça a été fait, et moi j'entends tous les jours, hein, des parents notamment, comme c'est fait dans les petites classes. En revanche, moi j'ai des 5e, 4e, et en 4e, je travaille en éducation sexuelle avec mon collègue de Sciences et Vie de la Terre. Alors en 4e, ça a un sens. Les enfants se posent des tas de questions, ils ont besoin d'informations, et puis des informations biologiques, comment marche leur corps, etc. Donc là, c'est une bonne chose de leur apporter un contenu, parce que sinon, vous savez très bien, monsieur, que ils vont aller chercher sur Internet. Et ils vont l'avoir de manière très hard. Donc à un moment, il vaut mieux leur donner des éléments. Et pire encore, ils vont se parler entre eux, et il y en aura toujours un qui va se croire malin et qui va raconter des grosses conneries. Hein. Ah, c'est clair, moi j'ai une expérience, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai eu une expérience comme ça avec des gamins très bien élevés et très chouettes, qui m'avaient expliqué tranquillement en 3e qu'ils voulaient que leur première relation se passe mode gangbang. Et j'ai mis 2 ans à les sortir de cette idée-là. Oui, c'est-à-dire que ce garçon, un des garçons avait une liaison avec une fille très gentille, il voulait pas sortir avec elle parce qu'il voulait que ça se passe comme dans les... C'est hallucinant, quoi. Et il m'a fallu 2 ans pour lui faire comprendre que c'était pas ça. Enfin, ce qui est formidable, c'est qu'il vous en a parlé. Et à votre avis, pourquoi il vous en a parlé ? Parce que vous aviez déjà abordé des sujets ouverts. Oui, c'est-à-dire que la première fois qu'ils m'en ont parlé, la première fois que des jeunes m'ont parlé de ça, je suis restée sur les fesses. Et donc j'avais tellement peur de dire. Excusez-moi, hein, je vous coupe, mais c'est important. Vous pensez qu'ils vous provoquaient en disant ça, ou non, pas que c'était sincère ? Non, parce que moi, si vous voulez, j'ai établi un rapport de confiance avec les enfants très vite, quel que soit leur âge. Donc c'était une preuve de confiance et ça m'a beaucoup touchée, mais j'ai eu d'autant plus peur. Parce que je me suis dit, si je fais une bêtise, alors j'ai consulté des psychologues, j'ai beaucoup discuté pour savoir comment je pouvais, et j'ai appris avec eux en fait. Ça c'était il y a une 20aine d'années. Alors je le dis pas pour vous, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent. Quand un enfant dit ça, la première question qu'il faut lui poser, c'est: mais c'est quoi un gangbang pour toi, hein? Et d'où te vient cette idée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Est-ce qu'on t'en a parlé? Il me disait très clairement d'où ça venait. Hein. De toute façon, on le sait en tant que prof. Hein. On entend les blagues dans la cour de récré, on entend tout. Hein. Donc on sait très bien d'où ça vient. Et ils trouvent ça. Et alors des fois, ils sont sur le cul parce qu'on parle, quand on est sur ce projet d'éducation sexuelle et que je leur fais faire des petits sketchs à partir de ce qu'ils ont fait en SVT, il y a un moment où ils commencent à faire les chochottes. Je leur dis: écoutez, ne me racontez pas d'histoire. Je sais très bien que vous allez sur YouPorn. Et à ce moment-là, il y a toujours un ou deux qui rigolent, l'air gêné, mais ils se marrent parce qu'ils voient que je sais. Mais pour eux, c'est complètement incongru. C'est-à-dire qu'un prof puisse parler de YouPorn en classe, pour eux, c'est inimaginable. Nous, on est sur une planète que, comme quand on est au supermarché, un prof, ça mange pas et ça fait pas pipi, quoi. Alors, a fortiori, parler de ces choses-là, au début, ils ont un véritable choc. Mais après, c'est très productif. Parce qu'on crée une relation de confiance, on est en dehors des obligations parentales. Ils peuvent parler avec nous. Mais c'est là où on a une responsabilité. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et qu'est-ce qui marche alors, vous qui avez l'expérience, et ce que je comprends, c'est que vous le faites à votre façon avec vos élèves, vous réinterprétez d'une certaine manière les directives du ministère. Je pense que c'est d'autant mieux, ça fonctionne. Au moins vous avez, je dirais, votre public qui est au rendez-vous. Vous diriez que c'est quoi pas la recette, mais en tout cas les éléments qu'il faut mettre en œuvre. J'ai par exemple une question: est-ce qu'il faut mélanger les filles et les garçons? Parce que c'est aussi une question qu'on entend souvent. Est-ce qu'il faut mettre dans une même séance garçons et filles mélangés, avec le risque que parfois il y ait peut-être des blagues, etc. Moi je pense qu'il faut les mélanger, parce que sinon on a quelque chose de très artificiel, mais tout le monde n'est pas d'accord. Vous diriez quoi de ce point de vue? Non, je crois que vous avez tout à fait raison. De toute façon, il vaut mieux qu'ils se parlent. C'est un âge où, surtout, moi je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire 5e, 4e, où c'est l'émergence de la sexualité, les hormones et tout ça, et de toute façon ils vont être obligés de gérer entre eux. Et en plus ils sont assez surprenants. Je me rappelle un jour, on avait une intervenante qui était venue sur l'éducation sexuelle, ça avait été d'une pauvreté atterrante. Elle leur avait expliqué en gros pendant 1 heure qu'il fallait pas violer les filles. Alors tout le monde avait dit bien sûr on va pas le faire. Et quand ils sont sortis, tout ce qu'ils disaient était vraiment intéressant. On voyait qu'ils avaient parfaitement intégré, et ils sont pas idiots. Après, ce qui est important, c'est qu'ils passent de la conception mentale à la réalité. C'est-à-dire qu'ils voient bien ce que c'est en général, mais ils ne voient pas le concret. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur dis attention à des choses très précises. Je leur donne des exemples très précis. Et surtout, ça déclenche une parole après le cours. Et moi, c'est ça que je trouve important. C'est qu'ils sentent que l'adulte est quelqu'un à qui on peut parler, qui ne va pas vous juger,
et qui va vous apporter de l'aide. Moi, ça m'arrivait d'orienter des gamines vers l'infirmière, vers un centre en disant ça, je peux pas gérer, ma chérie, mais c'est toi qui dois aller là. Il faut que tu prennes en main, quoi. Oui, mais si en effet tous les professeurs étaient comme vous, Amélie, je crois que personne ne serait inquiet. Même si, encore une fois, forcément on fait au mieux et puis de temps en temps on fait moins bien. Mais ça. Mais ce que je vais dire est pas du tout négatif. Au contraire, hein, je trouve que ce que vous faites est formidable. Mais en fait, ce que vous faites, c'est juste dialoguer avec les jeunes. Vous avez parlé un peu de scènes de théâtre, c'est ça? Oui, non, au départ, c'est un projet joint. C'est-à-dire que le professeur de SVT donne excusez-moi, j'ai pas expliqué, hein. Il donne le contenu biologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un préservatif, qu'est-ce que c'est qu'une pilule, etc. Et moi, je suis chargée de leur faire mettre en scène le dialogue entre, par exemple, un jeune couple qui a envie de passer à l'acte, ou le planning familial parce qu'on a une MST. Et alors, l'avantage, c'est que ça les oblige à approfondir. Parce qu'au départ, ils répètent bêtement le cours, ça ressemble à rien. Et après, je leur demande, c'est mon travail d'essayer de les faire intégrer. Ils sont en train de dire, par exemple, la pilule. Ils écrivent des trucs sur la pilule, mais je leur dis, mais allez en pharmacie, posez des questions. Alors évidemment, ils posent des hurlements, etc. Mais il faut leur dire, vous dédramatisez ça. Il faut que vous en parliez. Si vous allez en pharmacie demander des préservatifs, les garçons, que croyez-vous que la dame va penser? Ils disent, oh, elle va se moquer de moi. Pas du tout. Je leur dis, ils vont penser que vous êtes des jeunes responsables qui vous prenez en main. Et donc, petit à petit, on les invite justement à prendre confiance à l'extérieur avec cette prise de parole. Mais c'est pas facile, hein. Non, mais je pense que moi, je vous rejoins tout à fait. Et pour avoir fait aussi ce genre d'exercice avec des jeunes, on est... Moi, je trouve assez émerveillé de voir le sérieux avec lequel ils peuvent aborder le sujet quand on est, encore une fois, au rendez-vous en tant qu'adulte, quand on pose les choses, quand on utilise les bons mots, quand on aborde le sujet comme un sujet... voilà, comme les autres, mais avec une certaine gravité, parce que pour eux c'est important, c'est un sujet d'adulte. Moi j'ai souvenir d'une séance en classe de 4e avec pas n'importe quoi, la sexualité. Voilà, c'est pas n'importe quel sujet, mais ça devrait pouvoir être abordé comme un autre sujet moins impressionnant pour eux. Et j'ai souvenir d'une séance en classe de 4e où j'ai même appris des choses sur la sexualité des jeunes, parce qu'il y avait plein de choses que je découvrais, et on avait mélangé les filles et les garçons, et c'était hyper agréable, parce que les jeunes se parlaient. Mais vous ne pensez pas, Samuel Comblaise, que Amélie, on l'entend, on sent qu'elle n'est pas gênée par rapport à la sexualité. Donc c'est pour ça que ça marche. Il faut déjà être à l'aise. Si vous n'étiez pas à l'aise, Amélie, il le sentirait et il se moquerait de vous, ou il serait eux aussi très gênés. Oui, ça c'est clair, et c'est un problème, parce qu'on sait bien que tous les adultes ne sont pas à l'aise avec la sexualité. Je vous le confirme. C'est pas un souci. Mais c'est tout le problème. C'est comme les parents. Beaucoup de parents ne sont pas à l'aise et c'est difficile en plus en tant que parent de parler de sexualité à ses enfants, parce que pour les parents, un enfant, ça reste un enfant. Enfin, c'est un vrai sujet difficile. Et votre matière, c'est quoi? Moi, je suis français et théâtre. Je suis prof de français et j'ai une formation spécifique théâtre. Ouais, c'est ça, Mais vous voyez, c'est intéressant ce que dit Brigitte, parce que pour les parents, ça m'arrivait justement d'inciter les gamins à parler à leurs parents. Sur le coup, ils hennissaient en disant bon, n'importe quoi, il va rire. Et au bout d'un moment, ils parlaient à leurs parents et ils revenaient en me disant mais c'est génial, mon père il m'a parlé. Je dis bah oui, il peut te parler. Mais le père attendait que l'enfant fasse le premier pas. Et l'enfant ne comprenait pas. Eh oui. Il faut que l'adulte soit là. Il faut que ce soit l'adulte qui provoque les choses et alors vous avez raison en plus de parler des pères et des garçons, parce que je pense que c'est pas facile pour les filles, mais je pense que les garçons sont aussi dans une solitude extrême quand il s'agit d'aborder cette question de la sexualité, parce que ils osent pas beaucoup parler à leur père ou même à leur mère, et je dis pas que c'est plus difficile pour les garçons, mais je trouve que c'est une autre complexité que chez les filles. Ils ont peut-être moins d'occasions de rendez-vous. Enfin, je le dis souvent, mais c'est vrai que le gynécologue, par exemple, existe pour les filles, mais il n'y a pas de gynécologue pour les garçons. De toute façon, la fille, on va lui parler de ses règles. Déjà, il y a toujours un prétexte pour pouvoir en parler à un moment ou à un autre. Chez les garçons, avant, on avait le service militaire, on aurait pu éventuellement parler. Bon, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. En tout cas, d'autant que les garçons ont très vite des érections, et certains ne savent même pas qu'est-ce qui leur arrive. Ce qu'on appelle les pollutions nocturnes, les éjaculations nocturnes, etc. Pour un garçon qui n'a pas été préparé, c'est extrêmement angoissant, parce qu'il a l'impression que c'est de l'énurésie, donc le fait d'avoir fait pipi au lit, etc., qui revient. Et s'il n'a pas d'interlocuteur, on n'imagine pas l'angoisse que ça peut représenter, alors que franchement, c'est rien du tout et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais s'il n'y a pas de mots dessus, c'est des jeunes qui sont très anxieux.
Ah, mais c'est vrai ce que vous dites. Et vous savez, le plus drôle, c'est qu'en fait, ceux qui viennent le plus vers moi, c'est les garçons, en effet. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout les garçons. Parce qu'ils sentent que vous pouvez leur apporter beaucoup, et je pense que vous le faites. Et c'est vrai que c'est un peu triste et dommage, quoi, de se dire qu'un garçon est pas suffisamment bien accompagné, parce que vous avez parlé de respect, etc., d'avoir quand même un dialogue vis-à-vis des filles qui soit respectueux. Je pense que tous les garçons n'ont pas forcément envie de mal faire, mais on les a pas accompagnés comme il faut. Et c'est tout peut-être l'enjeu de ce nouveau programme, et puis de tous les progrès qu'on a encore à faire en France, de mieux accompagner nos jeunes. On n'a pas beaucoup de campagnes, par exemple, de prévention, d'accompagnement de ces jeunes non plus, pour donner du sens à ce qu'ils imaginent, pour trouver des réponses à leurs questions. Moi, je suis très inquiet, par exemple, aussi des chiffres qui commencent à se faire de plus en plus entendre, du nombre d'agressions sexuelles commises par les mineurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la moitié des agressions sexuelles sur les mineurs sont faites par des mineurs. C'est des chiffres qui explosent et qui n'étaient pas des chiffres avec un tel niveau il y a encore quelques années. Je pense pas que les jeunes soient devenus plus violents sexuellement qu'auparavant. Ils sont juste pas accompagnés, donc ils découvrent les choses un peu par eux-mêmes, par l'expérience, sauf que cette expérience, elle est forcément violente, parce que ils sont débordés par la pulsion. Ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de repères, et je pense pas que ce soit la société qu'on a envie de proposer. On a envie d'avoir des jeunes qui rentrent dans quelque chose qui est quand même agréable. Le principe de la sexualité, il faut quand même se le rappeler, c'est de se donner du plaisir, d'en apporter à quelqu'un, et puis de construire quelque chose, une relation si on en a envie, ou même s'il n'y a pas de relation, au moins un moment agréable. Or là, c'est vrai qu'on présente souvent la sexualité comme quelque chose de très problématique, de très compliqué, de très sportif. Il faut aussi quand même qu'on puisse leur dire que c'est quand même quelque chose de chouette, et quelque chose qui doit accompagner aussi la construction d'une vie d'adulte. Merci en tout cas. À mon avis, pardon. Allez-y, je vous laisse conclure, Amélie. Allez-y. Juste un tout petit détail, mais qui n'a rien à voir, c'est... À mon avis, il faut déconnecter l'éducation sexuelle et l'école. Pour moi, c'est deux choses différentes. Parce qu'on nous prend des heures de cours pour faire des projets divers et variés de ce type-là, et en attendant, ils ne savent pas les réécrire. Moi, je pense qu'il faut déconnecter les choses, et que tout ce que vous dites d'accompagnement doit se faire en dehors du temps scolaire. Par exemple, on a des cours, et puis de 4 à 5, on a une prise en charge là-dessus, qui est très importante. Mais il faut déconnecter. Parce que pour l'instant, c'est pas idiot ce que dit Amélie, et peut-être qu'il faut même laisser les enfants y aller ou pas, enfin, je sais pas, c'est encore une autre question. Merci beaucoup, Amélie, de votre... Bravo. Oui, bravo, absolument. Et puis on a notre gagnante, c'est Magali. Bonjour Magali. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Magali, eh bien, bravo, c'est vous qui avez gagné, et on va savoir tout de suite ce que vous avez gagné. Eh bien, vous avez gagné la bande dessinée de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible, sortie chez Michel Lafon. Donc, vous allez recevoir cela. Et puis, on va également vous offrir, et ça c'est spécial de notre émission, un stimulateur clitoris à air pulsé de la marque Satisfyer. Génial. Voilà Magali, comme ça vous pourrez faire ce que vous voulez, soit lire la bande dessinée, soit vous amuser avec ce petit jouet. Voilà. C'est bien les deux, voilà. Eh bien, vous avez bien raison. Il faut faire les deux. Merci beaucoup Magali, en tout cas. Merci à vous. Puis on continue après les infos. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel que les enfants aient ces informations, et qui doit les donner? C'est la question que se pose Samuel Comblaise avec nous. Nous parlons de l'éducation à la sexualité aujourd'hui avec Samuel Comblaise. Vous voulez réagir ou apporter votre témoignage? Appelez notre standard 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous. Vous êtes psychothérapeute et surtout directeur général adjoint de l'association e-Enfance. D'abord bravo, puisque vous avez fait avancer les choses avec cette cour d'appel de Paris qui le 17 octobre 2024 a enfin agi sur protéger les mineurs vis-à-vis de la pornographie. Voilà, exactement. Donc bravo. Et puis là, on parle aujourd'hui avec vous de l'éducation à la sexualité. Votre avis, c'est que c'est important quand même qu'il y ait une information pour tous les jeunes. Et je crois qu'on va revenir peut-être avec les témoignages qu'on a eus. On a eu Valérie notamment au début qui n'était pas tellement pour. Le problème, c'est que les parents qui sont déficients, qui n'en parlent pas, ça fait des enfants qui ont des informations ou pas, qui n'ont pas d'informations, ou des informations complètement erronées avec leurs copains, etc. Donc
c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, puis même si on a des parents qui nous font cet apprentissage, je pense qu'il y a suffisamment de choses à apprendre pour qu'on ne soit pas gêné, qu'à l'école ça puisse se poursuivre. Donc moi je suis plutôt pour, évidemment, je pense que c'est un sujet grave et important, qui ne devrait pas être aussi grave d'ailleurs, parce que comme on le disait juste avant la pause, ça reste du plaisir, mais c'est vrai que ça peut avoir de lourdes conséquences quand ce sujet il n'est pas bien perçu par les jeunes, quand il n'est pas bien compris, en termes de violence, en termes de non-respect, ou en termes même de mal-être pour soi-même. Mais la question, et là je donne mon opinion, vous direz si vous êtes d'accord, Samuel Comblès. Je crois que le problème, c'est que la sexualité n'a toujours pas été comprise par la majorité des gens, et là je parle des adultes, et puis après il y a cette pornographie qui s'est infiltrée, mais parce que justement la sexualité n'a absolument pas été comprise, et au fond moi j'ai rien contre la pornographie, encore une fois, et vous non plus, mais on voit bien que cette pornographie c'est un produit de consommation qui sert à des personnes qui sont pas finalement si à l'aise que ça dans leur sexualité, dans la majorité des cas. Quand un homme regarde 3 heures de pornographie par jour, on se doute bien qu'il est pas dans l'amour. Et puis quand on voit les thématiques qui sont abordées aujourd'hui sur les sites pornographiques, pour certaines d'entre elles en plus qui sont complètement illégales, je ne vais pas les citer parce que ça pourrait choquer, mais il y a quand même quelque chose, et comme vous le dites, qui est... Alors je pense que les sites pornographiques ne donnent pas des idées. Je pense que les sites pornographiques répondent à des idées que ceux qui les regardent peuvent avoir. Donc ça en dit long quand même sur effectivement quel est le regard que portent les hommes et les femmes sur leur propre sexualité, sur leurs propres actes. C'est vrai que ça questionne, et on peut peut-être parfois s'inquiéter sur certaines pratiques. Voilà, et ça c'est pour dire que finalement, si vraiment il y avait une éducation à la sexualité, je dirais même à l'affectif, très jeune, peut-être qu'on améliorerait la sexualité des adultes plus tard, dans 20 ans, 30 ans. Soyons optimistes. Voilà, exactement. Après tout, en tout cas, il faut essayer. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu, bonjour. Bonjour à vous. Je trouve que c'est une bonne idée, en fait, l'éducation à la sexualité, en tout cas dans le secondaire, donc en collège et en lycée, parce que ça peut évidemment aider à comprendre ce qu'est la sexualité quelque part. Mmh. Et avant, donc en primaire, vous pensez que c'est pas le lieu? En primaire, alors il y en a qui le découvrent avant, il y en a qui le découvrent après. Je pense qu'en primaire, c'est pas forcément le lieu. Il y a peut-être d'autres priorités, en tout cas pour moi, que la sexualité en primaire. En primaire, on explique aux enfants leur corps, leurs émotions. Oui, l'idée n'est pas de parler de sexualité. La différence entre un garçon et une fille, la question biologique. Enfin, on parle pas évidemment de sexualité proprement dit, Manu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on normalement. On explique vraiment déjà le fonctionnement d'un corps en lui-même avant d'expliquer vraiment les émotions, le fonctionnement, etc. Vous voyez, par exemple, Manu, moi, le combat qui peut-être me donnerait le plus envie de me battre, c'est contre les abus sur enfants, et peut-être que si les petites filles, on leur apprend à quel point leur corps est à elles et important et que personne n'a droit, peut-être que elles oseraient plus facilement dire non ou en parler à quelqu'un de la famille. Vous voyez, je dis pas que ça peut se faire aussi facilement. C'est un travail de longue haleine. Moi, je crois qu'on a beaucoup de boulot pour que la sexualité s'améliore dans l'humanité. C'est vrai, et c'est vrai que ce combat-là qui est le vôtre est vain, et il y en a beaucoup qui le partagent, et je trouve non, il n'est pas vain, mon combat. Je ne veux pas entendre ça. Non, mais il est obligatoire quelque part pour comprendre qu'il est. C'est un combat de tous les jours et qui doit aller jusqu'au bout. C'est ça que je veux. Que je veux dire. Oui, mais voyez, par rapport aux abus sur enfants, le tabou est en train de tomber. Mais il y a encore, moi ça fait plus de 10 ans que j'en parle dans cette émission. Il y a encore 10 ans, on me disait, mais pourquoi tu parles de ça, ça n'intéresse personne.
Vous voyez, donc on voit bien que peut-être aujourd'hui, ceux qui sont contre l'éducation à la sexualité à l'école sont aussi dans une sorte de tabou, pensant que tout le monde est capable d'avoir une sexualité harmonieuse dans le respect de l'autre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Samuel. Oui, on considère en France aujourd'hui que dans une classe, 3 élèves sont concernés par les violences sexuelles. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire que sur 30 élèves, 3 et à mon avis, sont très à l'écoute, et peut-être plus, mais voilà, c'est une moyenne. Les chiffres que j'ai. Et c'est quand même 3 jeunes qui, s'ils n'ont pas la chance de pouvoir avoir encore une fois des parents ou un cadre qui leur permet d'aborder ce sujet, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est vrai que depuis l'émission, on parle beaucoup de parents, mais je crois que c'est Julie qui parlait tout à l'heure de centres. Alors je pense qu'elle voulait certainement parler de centres de planification. On a quand même la chance aussi en France d'avoir alors il faut parfois faire quelques kilomètres, mais je pense que c'est accessible sur l'ensemble du territoire. On a quand même la possibilité de rencontrer un professionnel, que ce soit dans un centre de planification, son pédiatre, le médecin généraliste, qui sont aussi des gens de confiance vers lesquels on peut orienter son enfant si on se sent pas à l'aise, parce que l'idée c'est pas non plus de culpabiliser les parents et de dire voilà, si vous n'avez pas fait cette éducation, vous êtes de mauvais parents. C'est pas du tout l'idée. On a chacun évidemment son. On fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a soi-même vécu, ce qu'on a soi-même reçu. Mais je pense que la responsabilité de tout parent, c'est de mettre dans les mains des enfants ou des ressources ou de leur présenter les personnes qui vont pouvoir les accompagner du mieux possible. Mais en tout cas, de laisser l'enfant uniquement avec comme source la pornographie, je pense qu'effectivement, là, on n'est pas à la hauteur de la responsabilité qui est la sienne en tant qu'adulte. Voilà, en 2024, il y a quand même beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps pour se renseigner et puis considérer que c'est un sujet qui de toute façon va faire partie de la vie du jeune, assez jeune d'ailleurs. On parlait tout à l'heure d'accès à la pornographie dès l'école primaire. C'est vrai que les chiffres le confirment. Là aujourd'hui, on peut considérer que quasiment 100% des enfants et des adolescents ont vu des images pornographiques avant leur majorité. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur service qu'on leur rende. Non. Vous avez des enfants, Manu ? Non, j'en ai pas encore, non. Non. D'accord, préparez-vous alors à les informer quand vous les aurez, mais vous avez le temps alors. Et puisque vous êtes le premier homme à témoigner aujourd'hui, je me permets de vous poser la question, est-ce que, si vous en avez un jour, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de pouvoir parler de sexualité avec votre fils ou votre fille ? Pour moi, il est important de lever le tabou pour apprendre le mieux possible ce qu'est la sexualité, tout en restant bien entendu dans une certaine bienveillance et dans une éducation qui reste dans général, oui, bien sûr. Dans le général, mais oui, ça sera important de le faire pour éviter justement tous les abus dont vous parliez effectivement tout à l'heure. Mais Manu, vous justement en tant qu'homme, vous avez vu des images pornographiques à quel âge pour la première fois ? Vers l'âge de 13 ans. Oui, c'est ça, oui. Mais ça encore, c'est vous qui avez été les chercher à 13 ans, j'imagine. Disons que je suis tombé une première fois dessus par inadvertance, sans forcément aller les chercher, et au fur et à mesure j'ai été les chercher parce que je comprenais pas forcément quel était le but à travers ces images, et derrière la suite a fait la curiosité, l'excitation, tout ce qu'on ressent quand on a 13 ans, bien sûr. Et dans votre souvenir, qu'est-ce qui vous a permis de donner du sens à ces images ? Parce qu'à 13 ans, on a du mal à les décrypter, mais avec l'âge, on y arrive mieux. Ou est-ce que vous vous êtes tourné vers une personne de confiance ? Quel a été le processus ? Je pense que, en fait, je me suis tourné vers ces images parce qu'on ne me donnait pas forcément accès à ces informations. Et c'est pour ça que je parlais de tabou tout à l'heure, c'est que vraiment, la sexualité est encore tabou dans de nombreuses familles. Et c'est pour ça que peut-être certains jeunes aussi se retournent vers les images pornographiques, malheureusement. Écoutez, merci de ce témoignage, parce que ça confirme exactement ce qu'on dit, c'est que il faut des informations, et puis après qu'un gamin de 13, 14, 15 ans aille voir des images, on sait très bien que ça fait partie de leurs expériences et de leur désir de découvrir plus, mais au moins si en amont
il a eu les informations. Il pourra prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il aura vu, ce sera moins impactant, ça c'est sûr. Exactement. Merci Manu. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis vous aussi venez témoigner, notamment si vous avez vu jeune des images pornographiques, qu'est-ce que ça vous a fait, et si ça vous a traumatisé, on serait ravis d'avoir votre témoignage, que vous nous expliquiez en quoi. 0826 300 300. On vous retrouve tout de suite sur Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Samuel Comblaise de parler d'éducation à la sexualité pour justement préparer les enfants, je dis bien les enfants et les ados à voir peut-être des images pornographiques qu'ils n'avaient pas spécialement été voir, parce qu'on sait que ça commence souvent comme ça, entre copains ou par hasard sur Internet. Alors, je peux me permettre, par hasard, sur Internet, souvent parce que les parents eux-mêmes ont regardé des images pornographiques et quand on retourne sur l'ordinateur de famille, comme on dit parfois, l'ordinateur, il sera plus à même de reproposer ce qu'on a déjà vu auparavant. Donc souvent, le par hasard, il est souvent... il faut nettoyer l'historique de temps en temps. Ça permet d'éviter le par hasard. C'est ça, oui. Remarquez, à l'époque, à mon époque, c'était les cassettes que les enfants retrouvaient, ou alors le film sur Canal+, quand les parents sortaient le samedi soir. Donc, c'est pas nouveau non plus. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel Comblaise. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, Sandrine ? Alors moi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors bon, moi maintenant mes enfants sont très grands, donc très grands. Je veux dire, ils sont plus en adolescence, ils ont 25 et 22 ans. Moi, je par rapport donc à effectivement au niveau de l'enseignement de la sexualité, au niveau qu'ils veulent mettre au programme, il y a peut-être des choses positives comme des choses négatives. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des choses que nous personnellement, quand j'étais jeune, effectivement, il y a eu justement, je connaissais on était ensemble à l'école et effectivement, elle a eu des attouchements sexuels par rapport à son père, justement, qui a été même condamné. Et personnellement, j'ai le souvenir de cette camarade où elle était plus ou moins en retrait. Et on ne faisait pas des rapprochements. Et c'est vrai que ça a le côté positif d'expliquer, peut-être avec des mots tout simples, éventuellement par rapport à la protection de l'enfance. Je dis, voilà, je trouve ça, ce côté positif. Après, l'autre côté, je dirais plutôt négatif, et souvent on en parle avec nos enfants. Alors mes enfants, j'étais même choquée de leur façon de voir les choses. Moi, j'étais très à l'aise avec eux, d'un point de vue, pour parler du passage d'une première fois au niveau de leur de leur rencontre. J'ai été choquée parce que justement on en parlait par rapport à ces nouveaux programmes et justement, ils trouvaient que c'était un peu trop, qu'il fallait peut-être plus au collège, mais pas au primaire. Ils étaient un peu partagés. Alors eux, ils sont plus marqués, non pas qu'ils sont pas contre ils sont par rapport à la le changer transgenre, tout ce qui s'ensuit. Eux, ils disent qu'à un moment donné, il faut laisser faire les choses. Et il faut laisser à ce que l'ado puisse grandir dans sa tête. Voilà, il y a des trucs vraiment parce que elle dit souvent on dit ils changent, ils ont des copains qui peuvent être hétéros, comme à un moment donné bisexuels, et ça peut changer. Même l'homosexualité peut des fois arriver, et contrairement à ce qu'on peut croire en croyant, enfin voilà, et que c'est pas au collège. Au collège, on se cherche encore, même au lycée on se cherche. Donc il faut une certaine maturité. Alors j'étais un peu choquée parce que nous on avait tendance dans notre génération à vouloir de suite en se disant à 18 ans on est grand, et eux ils sont plus à être plus dans le retrait en disant encore à 18 ans on n'est pas si grand que ça. Et finalement même j'ai été choquée parce qu'il dit par rapport aux États-Unis le permis tu l'as à 17 ans, mais c'est vrai que la majorité on l'a pas avant 21 ans dans leur tête. Alors j'étais un peu très choquée de leur façon de voir les choses. Et après au niveau sexualité, j'étais plus angoissée par rapport à mon fils parce que j'avais peur. Pourquoi ? Je sais pas. Je pense parce que c'est un garçon, peut-être, et que malheureusement souvent je sais pas, en tant que mère, donc
j'ai beaucoup. Mais c'était quoi votre peur, Sandrine? Ah, moi, ma peur, c'était qu'il se comporte mal avec une fille. Voilà. Et que la fille porte plainte, par exemple, et qu'il se retrouve... Ouais. Que pour lui, voilà, qu'il soit... Parce que bon, J'entends ça de la part de beaucoup de mères aujourd'hui, oui. Ouais, et qu'une fille, par contre, elle... Quand elle m'a annoncé qu'elle avait un copain, que bon voilà, qu'ils avaient. Vous la sentiez apte à se défendre. En tout cas, elle semblait capable de savoir ce qu'elle veut. Oui. Voilà, tout à fait. Et elle, par contre, j'ai été plus à me dire, déjà, vous voyez, petite fille. Non, moi c'est vrai que nous, je suis pas maman avec un ado au jour d'aujourd'hui. Voilà, je sais pas comment je réagirais. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, nous, à l'époque, on a connu, ça m'a fait rire, comme vous avez dit tout à l'heure, les textes porno. Nous, c'était les bouquins. Vous savez, quand on sortait du collège, qu'on allait à un libraire et qu'on allait à l'endroit où il fallait pas aller. Oui. Mais vous savez, Sandrine, il y a une chose quand même qu'on n'a pas dite depuis le début de l'émission et que je crois qu'il est importante à dire. Chaque époque est différente et on est quand même dans une époque où on parle énormément de sexe. Je dis bien de sexe plus que de sexualité dans les médias, par exemple avec MeToo, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de sexe. Et donc les ados, les enfants, ils entendent tout ça. Donc la sexualité, elle est peut-être moins mystérieuse que la génération d'avant ou même les générations encore plus. Donc il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que je pense que le porno, si par exemple quelqu'un des années 60 était tombé sur le porno actuel, je pense que ça aurait été terriblement traumatique. Je pense que pour aujourd'hui, ils sont quand même, de par tout ce qu'on entend partout, un peu préparés quand même, qu'il y a des femmes qui se sont fait violer, harceler, qu'il y a des hommes qui conduisent comme des connards, je sais pas quel mot. Vous voyez. Et votre fils, tout ça, il l'a forcément entendu quelque part. Oui, non. Après moi, parce que. C'est vrai que souvent les garçons, ils ont tendance, mais c'est normal. Nous, ça nous a pas marqué. Nous, on n'était pas marqués par ça. On était presque à la rigueur. Enfin voilà, habituellement, le garçon te met la main aux fesses, tu te retournes, tu mets une baffe et puis terminé. On n'en parle plus. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je parle d'une époque où on était étudiants. Peut-être, Sandrine, vous savez ce qui me vient là, à vous écouter. Peut-être qu'on en fait presque un peu trop, non, aujourd'hui. Oui, peut-être. Samuel Comblez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on a parfois tendance à. Vous disiez, il faut que tout à l'heure vous disiez, il faut laisser aussi aux jeunes le temps de faire un peu leur manière d'avancer sur les choses. C'est vrai qu'on je pense notamment pour les garçons aujourd'hui, moi quand je parle avec eux, ils ont, comme le disait Brigitte, une conscience quand même des choses, que quand on est un garçon et qu'on se comporte mal, ça peut vite déraper, ça peut vite prendre beaucoup de proportions, et donc ils sont, je trouve parfois dans une hyper prudence au point qu'ils osent même plus parler, regarder les filles. J'ai des souvenirs de patients qui me racontent des choses où on a vraiment l'impression qu'ils sont qui se protègent d'eux-mêmes et qu'ils s'interdisent plein de choses, et c'est un peu dommage encore une fois, parce que je pense qu'ils s'empêchent aussi des belles rencontres, des bonnes relations. Donc je pense qu'il faut qu'on soit juste dans ce qu'on transmet, de pas dramatiser, pour autant de dire les choses. Mais c'est vrai que c'est pas simple pour les filles, mais je crois que les garçons, ils sont aussi dans des préoccupations qui sont pas les mêmes que celles que nous avons rencontrées, comme vous le disiez. Peut-être qu'avant on se retournait, on disait des choses et c'était terminé. Là aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus intellectualisé, et je pense pas que ce soit mis au service d'une sexualité épanouie. J'avais une question à vous poser par rapport à votre fils. Comment vous avez réussi à vous rassurer, puisque vous disiez que voilà, il y avait de l'inquiétude. Du coup, comment vous avez par rapport à mon fils, ouais. À votre fils, ouais. Et on a beaucoup parlé quand il était adolescent, parce que j'ai su une fois. Ça m'a rassurée parce qu'il a amené, il a amené une copine, et puis après il a amené une autre copine. Alors à un moment donné, en rigolant, et puis les relations, ça n'a pas continué parce qu'il n'avait pas forcément envie de s'attacher. Alors c'est ça c'était un petit peu angoissant, parce que je dis à un moment donné, en rigolant, j'ai dit mais attends, la maison. C'est bon, tu vas quand même. Mais il m'a dit, j'ai pas envie de m'opposer. Mais bon, les filles qui venaient, ça se passait très bien, et puis elles repartaient. Donc, elles n'étaient pas traumatisées. Mais il avait quel âge? Il avait quel âge? 22.
à l'époque, 22, il a 25. Et là, maintenant, à 25 ans, il a envie de se poser parce que là, il a eu juste quand il a eu 25 ans, il s'est dit, mince, vous, à 25 ans, vous étiez déjà parent, enfin, son père. Et là, ça lui a fait il s'est dit, mince, là, j'ai 25 ans, j'ai pas encore... Ouais, il a le temps, 25 ans, écoutez, Sandrine. Non. Et voilà, et je lui ai dit, mais t'as le temps, t'es encore, profite. Il vaut mieux à la rigueur que tu fasses là maintenant que plus tard, parce que souvent, des fois, on se connaît jeune, on a des enfants jeunes, et puis on se sépare jeune aussi, voilà. Oui, vous avez raison. Il vaut mieux avoir vécu un peu quand même avant de se caser, comme on dit. Merci beaucoup, Sandrine, de votre témoignage. On va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil. Comment reprendre une activité sexuelle après un arrêt. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, ça prouve bien que la sexualité des adultes ne va pas si bien que ça. Hein, et on va parler justement, Samuel Comblès, de reprendre une activité sexuelle après plusieurs semaines, voire plusieurs arrêts d'abstinence. Et c'est vrai qu'on est souvent très inquiet, surtout si c'est un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Alors tout dépend de ce qu'on a eu comme expérience. Plus on a eu des partenaires différents, plus on va pouvoir assez facilement s'adapter. Et si on a eu notamment la dernière expérience négative, il faut savoir qu'on a certainement une mémoire négative qui est un petit peu là et qui risque de nous encombrer. Donc c'est peut-être pas mal de dépasser ça, peut-être d'aller en parler à quelqu'un pour bien comprendre que toutes les peurs qui sont là sont des peurs dues à une expérience passée et qui ne sont pas forcément justifiées. Après, tout va dépendre aussi si on a maintenu quand même une sexualité solitaire, donc de la masturbation. Sinon, je conseille de reprendre déjà la masturbation, notamment pour les femmes après un certain âge pour bien vérifier que la lubrification fonctionne, etc., etc., etc. Et puis je crois que c'est important aussi de bien essayer de comprendre quelles sont les peurs. C'est normal d'avoir peur quand on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne, d'autant plus si on est resté un petit peu sur la touche pendant quelque temps. Mais je voudrais juste vous rassurer, si vous sentez qu'il y a une attirance réciproque, il faut juste oser peut-être dire que vous êtes un petit peu intimidé et puis flirter comme quand on était ado finalement. Laisser les choses aller doucement. Et puis je voudrais juste rappeler qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les positions du Kama Sutra pour faire l'amour. Il faut faire confiance plutôt à son corps, à ce qu'on ressent, et l'idéal, c'est de prendre le temps de se redécouvrir. Et puis, c'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à la pénétration la première fois. Et puis, de se parler, je pense que c'est important, parce que c'est souvent un sujet qui est tabou, et de pouvoir mettre des mots aussi sur cette peur et sur la raison qui fait que parfois il y a blocage ou abstinence. Je pense que ça permet de donner du sens et ça permet tout simplement de repartir. Et en général, les deux ont des peurs. De toute façon, faut pas s'imaginer que l'autre n'a absolument pas de peur. David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, David. Je crois que vous voulez réagir avec Samuel Comblès. Oui, c'était surtout par rapport au... On m'a appelé tout à l'heure pour savoir ce qui... Attendez, on vous entend pas bien du tout. On va essayer de trouver une liaison qui fonctionne bien, parce que là c'était vraiment difficile. Je crois que c'est important d'avoir le témoignage de David, donc on va essayer de le retrouver, puisque David n'est pas tout à fait d'accord avec la question de l'éducation à la sexualité, et donc on va essayer de le retrouver. J'attends qu'on me fasse signe. En attendant, oui, on peut trouver d'ailleurs ce programme sur Internet. Il est sur Internet, il est, je dirais, en débat dans les médias et puis devant les établissements scolaires, puisque ça fait parler. Comme souvent quand on parle de sexualité, moi c'est vrai que on se disait en antenne, je trouve que c'est un nouveau programme qui modernise un petit peu les messages qu'on a pu entendre jusqu'à présent, avec enfin l'introduction de la sphère numérique d'Internet, parce qu'on en parle beaucoup dans vos émissions.
c'est vrai que la pornographie, et puis même au-delà de la pornographie, les contenus à caractère sexuel peuvent être diffusés via Internet. Il y en a parfois des très bons d'ailleurs, donc tout n'est pas à jeter. Et c'est vrai que ça permet de parler aux jeunes de 2024 avec cette question du consentement, du respect du corps, du respect de soi, des émotions, des sentiments, du désir, alors qu'avant, de l'amour, voilà, alors qu'avant on était plutôt dans une transmission, je dirais très médicale, très sanitaire, avec les IST, la contraception, les grossesses, et puis voilà, quelques vagues idées sur la reproduction. Il faut dire aussi qu'il y avait le sida. Exactement, voilà, c'est pour ça qu'il faut moderniser. Aujourd'hui, les choses, alors le sida reste évidemment très présent. Il se vit autrement grâce au traitement, mais c'est vrai que il faut, je crois, parler à la jeunesse que nous avons aujourd'hui, qui a un désir d'apprendre et qui a surtout, on l'a dit à plusieurs reprises, mais des occasions de pouvoir répondre à leurs questions autrement que via la parole des adultes. Et donc c'est là-dessus qu'il faut contrer, qu'il faut lutter et se dire qu'il faut leur proposer un contenu, je dirais, adapté, sérieux, à notre société rigoureux. Aujourd'hui. Exactement. David, on l'a retrouvé. Vous pouvez réagir, David. Samuel vous écoute. Oui, pardonnez-moi. Non, mais en fait, la solution, avec mon ex-femme, ça a été, j'ai des grands enfants, moi, j'ai 13 ans et 15 ans. La solution, ça a été d'interdire les sociaux dans un premier temps. Et on est obligé d'avoir des téléphones et des smartphones, donc on n'a pas trop eu le choix, mais en tout cas, on a le contrôle qu'on a effectué, c'est d'empêcher qu'ils aient des réseaux, déjà dans un premier temps, et ensuite tous les contrôles parentaux sur les appareils, et pour essayer de limiter, parce que de toute manière, entre amis entre copains et à l'école, on ne pourra pas contrôler ce qu'ils regardent, donc voilà. Et après, effectivement, il y a la discussion. Pardon, ils ont quel âge là aujourd'hui, vos enfants? Mon fils a 13 ans, mais c'est pas du tout. Aujourd'hui, il n'est pas du tout là-dedans. Ma fille était un peu plus évoluée que lui, parce que c'est une fille. Elle a 15 ans, et effectivement, j'en ai parlé avec elle l'année dernière. C'est un sujet qu'on a abordé. Alors, c'était plus axé sur la première fois éventuelle. Comment ça devait être fait, mais en tout cas qu'elle devait, comment dirais-je, être consentante. Consentante. Bon, après, c'était une discussion privée, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai essayé d'en discuter avec mon âme de père mes mots à moi, parce que moi, effectivement, j'ai pas été éduqué comme ça. Donc. Et en quoi ça vous gêne qu'éventuellement il y ait des informations à l'école? Alors, moi, j'ai été regarder un petit peu. Alors, c'est pas que ça me gêne. Moi, j'ai été regarder un petit peu ce programme-là. Oui. Bon, sur les écrits, en tout cas, dans ce qui est dit, c'est assez vertueux. En fait, c'est un accompagnement. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais je suis très inquiet sur la manière dont ça va être expliqué et par qui ça va être expliqué. Donc, je pense pas que ce soit le rôle entre guillemets de l'équipe pédagogique, en tout cas des enseignants, d'avoir ce rôle-là. C'est plus le rôle des parents. Et après, malgré tout, je comprends que certains parents sont pas du tout à l'aise avec ça. Moi, je voudrais quand même défendre les enseignants, parce que d'abord, ils font un travail remarquable et d'autant plus difficile, je pense, aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et je pense que quand on devient enseignant, c'est qu'a priori, on est quand même, on a envie d'être à l'écoute des enfants, on a envie de transmettre, d'enseigner. Donc, laissons-leur quand même le bénéfice du doute. Et puis après, là, vous avez raison, David, si c'est des enseignants qui sont pas du tout à l'aise avec leur sexualité, je pense que d'eux-mêmes, ils n'en parleront pas, non? Soyons peut-être positifs, essayons. Je sais pas. Il y a tellement de dérives par ailleurs que et qui passent effectivement par l'école. Moi, mes enfants sont en école privée, donc ça n'empêche rien, mais en tout cas, ça freine beaucoup de choses. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent justement parler de ce genre de choses par le biais d'associations chrétiennes. Parce que je suis dans une école privée, donc il y a quand même une volonté, que ce soit de l'État ou en tout cas des adultes de maintenant, d'éduquer nos enfants pour éviter certaines dérives. Donc oui, il faut faire confiance, on n'a pas le choix de toutes les manières. Mais il faut contrôler quand même en tant que parent. Et après, une des particularités de ce nouveau programme, je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est quand même qu'on n'est pas uniquement dans un apprentissage descendant où l'adulte va expliquer aux enfants ce qu'il faut faire. Ça se veut quand même aussi très axé sur le débat, sur des méthodes interactives, sur des jeux de rôle. Tout à l'heure, une des auditrices témoignait de ce qu'elle fait en classe, donc avec des ateliers. L'idée,
l'idée, c'est aussi de se dire que personne parfois n'a la bonne réponse. Ce qu'il faut, c'est vivre en société, vivre en communauté, faire en sorte qu'on puisse s'entendre et permettre aux enfants et aux ados de prendre un peu de recul vis-à-vis de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils pensent. Donc, je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de donner aux enseignants des outils pour leur permettre d'organiser ces ateliers et de faire en sorte que les jeunes s'en parlent, mais pas en se moquant ou en se raillant, mais plutôt en faisant un sujet, voilà, un sujet dont on peut discuter, mais avec un cadre qui soit respectueux. Et donc c'est peut-être ça qui est rassurant, c'est que tout ne doit pas venir des adultes, c'est aussi, je dirais, l'intelligence collective qui va permettre aux jeunes d'avancer, parce que Brigitte le disait tout à l'heure, ils baignent quand même aujourd'hui dans un flot d'informations, ils sont moins naïfs qu'avant, ils ont plein de choses accessibles, donc ils partent pas de zéro. Ce qu'il faut, c'est peut-être organiser cette pensée et puis quand même leur rappeler qu'il y a des choses qui sont formellement interdites et qui d'autres parfois méritent un peu plus de réflexion que. Oui, ça c'est très joli, ça. C'est très bien dit, c'est très bien écrit. Je pense que c'est cette volonté-là. Mais maintenant, encore une fois, je répète, est-ce que on a il y a quand même eu quelques scandales ces dernières années sur ces sujets-là. Je pense que ça manque véritablement de contrôle. Je suis pas persuadé qu'il y ait pas de dérive en fait sur la manière dont on explique les choses, ou la manière dont on aborde les choses avec les enfants. David, il y aura forcément toujours des échecs, des dérives, mais si dans la majorité c'est plutôt positif, soyons positifs. Non, moi je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Non, mais vous avez le droit. Je suis pas d'accord avec ça parce que ça peut être catastrophique pour les enfants. Alors après, on va pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet, mais tout ce qui est identité de genre, etc. C'est des vrais sujets en fait. Donc, ça c'est un vrai sujet et je crois qu'on en a déjà parlé dans cette émission, et il est évident qu'il n'est pas question de dire aux enfants qu'ils ne sont ni garçons ni filles ou des conneries comme ça. On est d'accord, David. Et pourtant, il y a ces curseurs là où on leur donne, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais il y a des curseurs où on leur demande de se situer au niveau où on leur demande de savoir, de dire où est-ce qu'ils se trouvent, s'ils se sentent plus filles, plus garçons, etc. Enfin, il ne devrait même pas avoir de sujet ou de réflexion quant à son identité, en fait. Après, cette modernité a même trop de dérives, donc c'est compliqué. Oui, mais j'entends ce que vous dites, David, et je pense que là, c'est un argument qui est tout à fait recevable, bien sûr. Après, et puis vous avez raison, effectivement, chacun a le droit de penser comme il veut, c'est pas un problème. D'ailleurs, si c'était simple, on ferait pas d'émission et puis on serait tous d'accord, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir échanger. Après, moi, il me semble quand même que les jeunes sont plus en souffrance quand on ne leur dit pas les choses que quand on leur dit les choses. Oui, alors, vous avez raison, évidemment. Parfois, après, il y a des mauvais messages qui sont transmis, mais il me semble que de ne pas être dans quelque chose qui est dit va amener à davantage de fausses représentations, d'idées reçues, etc. Et c'est là où les jeunes sont en danger. Alors que si on leur dit des choses, je dis pas qu'il faut dire des bêtises évidemment, mais si on leur dit des choses, après ils vont prendre, ils vont pas prendre, mais il me semble que les scandales sont plutôt souvent liés à des enfants qui n'ont pas été suffisamment accompagnés que liés à des enfants qui ont été accompagnés d'une manière qui serait peut-être pas tout à fait celle qu'on aurait voulu. Voilà, je pense que, comme le disait Brigitte, on est quand même devant des adultes. Je parle des enseignants qui s'ils acceptent cette mission d'accompagner les jeunes dans la sexualité, a priori, ils le font avec un peu de conscience de cette responsabilité. Donc ça nous sécurise un peu. Mais vous avez raison. Après, comme dans tout domaine, il y a parfois ceux qui font moins bien les choses. Oui. Et puis dès qu'il y a des questions idéologiques, évidemment. C'est autre chose. Merci David, merci beaucoup d'avoir réagi. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous. Je rappelle que vous pouvez appeler le 3018. Vous êtes le directeur de ce numéro pour l'aide aux victimes de violences numériques, notamment s'il y a harcèlement, s'il y a des photos qu'un ado aurait envoyées et qui sont après diffusées sans consentement. Tout à fait. Vous avez vraiment là une aide. Ne vous en privez pas si vous êtes face à ce genre de problème. Samuel Comblaise, on parle aujourd'hui donc de la sexualité des ados par rapport à la pornographie et donc de l'éducation à la sexualité. C'est Audrey qui va conclure avec nous. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Bonjour Audrey.
Allez-y. Alors, eh bien, je dirais qu'il y a plein de petites choses à dire, mais j'ai commencé sur l'éducation à l'école. Je pense qu'il y a deux montagnes, on va dire, deux pans. Il y a un côté très utile et bénéfique pour mettre en avant la prévention, les risques d'exposer les enfants à une sexualité dépravée, etc. Et en même temps, si c'est pas bien encadré, si c'est pas bien maîtrisé par les enseignants ou par l'école, il peut y avoir aussi un côté aventurieux naissant chez des personnes un peu plus sensibles ou qui seraient un peu heurtées et qui finalement devraient s'intéresser à quelque chose qui ne s'intéressait pas auparavant. Voilà. Et pour vous voulez dire que ça pourrait donner à des enfants qui n'auraient absolument pas envie de quoi que ce soit, de les éveiller plus vite à la sexualité, c'est ça que vous voulez dire ? Alors, voilà, je dirais attention à porter avec des pincettes, c'est-à-dire que tout dépend le discours, tout dépend de ce qui est dit, de ce qui est fait. On sait que les adolescents aiment le goût du risque. Certains s'y intéressent, d'autres s'y intéressent pas. Et je vais parler pour ceux qui s'y intéressent. Il est évidemment très important de faire de la prévention et de pouvoir les amener à avoir des outils et des accompagnements adéquats. Notamment par rapport à les chiffres, je les ai eus là récemment, l'IVG ne cesse d'augmenter. Ce qui montre bien que la contraception n'est pas... Et la pilule du lendemain aussi continue à augmenter pour autant. Alors voilà, ça soulève quand même d'autres questionnements, au-delà de l'éducation, de l'école, de l'éducation à la sexualité, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on vit ça, comment on traverse ça, comment on s'informe, comment on fonctionne, parce qu'effectivement, s'il y a des IVG, ça veut dire aussi que les enfants ou que les jeunes ont envie de sexualité, et c'est comment on l'aborde, comment on la vit, qu'est-ce que ça veut dire. Et on sait, on en a tous autour de nous des expériences de filles qui se sont laissées emporter à des choses qu'elles n'avaient pas forcément envie de vivre, ou même des garçons aussi. Et on n'a pas forcément toutes les informations, tous les risques, avec aussi quelque part l'envie de se dire on est en âge 2 et on n'a pas mesuré le risque que ça pouvait apporter, notamment la grossesse. Et pour vous, ce serait quoi comme la solution ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut réfléchir de manière... Alors, je pense, c'est qu'une possibilité, mais je pense que c'est pas que le lieu de l'école, c'est le travail de tous les acteurs d'adultes, parents, écoles, tous les systèmes, pour être informés sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut permettre à des enfants, comme le téléphone portable, je ferai un peu parallèle, où maintenant, on met des barrières et puis des curseurs pour dire à tel âge on ne fait pas ça. Et je pense que tant que la sexualité est utilisée sans vraiment connaître notre fonctionnement, elle peut donner lieu à des dérives ou à des désagréments non maîtrisés. Et je pense que la connaissance, l'information de l'image, les impacts, ce que ça peut avoir, ce que ça peut vouloir dire, je pense que c'est plus holistique que le simple fait de découvrir la sexualité et de travailler sur les problèmes de conception, de contraception, etc. Je pense qu'il est vraiment important à chaque jeune de savoir et de prendre conscience qu'ils n'ont pas qu'un corps, qu'ils n'ont pas qu'une tête et qu'ils n'ont pas qu'un sexe, et que l'ensemble, ça fonctionne l'un avec l'autre, et que des fois les pulsions sexuelles, elles sont à entendre, à écouter, mais pas forcément à passer à l'acte. Même si je peux paraître un peu pieuse comme ça, mais je pense qu'après on entend des jeunes qui vivent des choses regrettables et ça peut les traumatiser. Et je pense que ça reste de la prévention, de l'information, notamment sur la pornographie où le droit et l'accès à l'image. Si vous emmenez vos enfants chez un ami, il peut très bien vivre de la pornographie à vos dépens, même si vous avez tout maîtrisé, parce que derrière, le parent, il pensait que c'était pas grave de les laisser devant la télé tout seul. Donc, je pense que c'est une réflexion plus globale sur l'éducation et sur les accès que les jeunes peuvent avoir à tout ce qui est de l'ordre de l'adulte. Et voilà, il reste des adolescents et des adultes en devenir, et donc, il faut pouvoir les accompagner. Les protéger visiblement. Les protéger et peut-être reculer un petit peu cette émancipation qui se fait, et peut-être que dans l'ancien temps ça paraît ancien, mais il faut peut-être faire attention à pas trop vouloir les pousser trop vite dans cette démarche. Je pense qu'on est assez d'accord sur ce que vous dites. D'ailleurs,
pour revenir sur le programme qui est proposé par l'Éducation nationale, je pense qu'il y a un peu cette prudence que vous expliquez, à savoir de ne pas rentrer d'emblée dans le vif du sujet sur ce que c'est qu'une position sexuelle. Je suis même pas sûr que d'ailleurs ce soit très intéressant et que ce soit abordé. Ça les heurte. Oui, ça les heurte. Voilà. Et puis ça n'a pas tellement d'intérêt. Je pense que la sexualité, il faut que. Je pense qu'il faut qu'on soit. Voilà, sûr, exactement. Il faut dire les choses pour les protéger d'eux-mêmes et des autres. Et puis après, il faut quand même que ce soit une expérience qui se vive à sa propre façon, avec sa partenaire, et ça ne nous appartient plus. Donc voilà, il faut mettre le curseur au bon endroit. Mais il me semble qu'aujourd'hui. Voilà, les choses se font plutôt de cette façon-là, et comme je disais tout à l'heure, on a quand même moins une approche hygiéniste, médicale, et on peut s'en réjouir. Et avant la sexualité, il y a quand même plein de choses à découvrir, le désir, les pulsions, l'amour, etc. Mais votre témoignage, Audrey, me fait penser à quelque chose d'essentiel peut-être, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de dire finalement, et vous me direz si ça vous parle ce que je vous dis. C'est qu'en fait, la sexualité, elle est pour chacun individuelle, et au fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que on leur montre peut-être trop de sortes de sexualité, alors que peut-être ils n'auraient pas été vers, je dis n'importe quoi exprès, hein, mais ils n'auraient pas été vers le BDSM, mais parce qu'on va peut-être leur montrer ça, c'est exprès que j'ai pris un truc extrême. Bien sûr. C'est ça que vous voulez dire en fait, Audrey. Exactement, je pense que c'est comme ça. Dans les livres, comme dans les films, dans tout, on a l'imaginaire de chacun. Évidemment, il faut être informé de nos fonctionnements et des risques, mais en même temps, laisser le temps au rythme des choses, et aussi, alors attention, parce qu'on a la pulsion, mais si on les encadre bien, je pense à un témoignage de parents qui avaient une fille avec un amoureux, et ils étaient très prudents en disant on va pas les mettre dans la même chambre et les faire aller dans un risque incroyable qu'ils vont pas maîtriser. Donc c'est aussi nous, adultes, de veiller à garder leur fraîcheur. Mais voilà. Là où je peux quand même rassurer ceux qui nous écoutent, Audrey, par rapport à ce que vous dites, c'est que un enfant qui n'a pas d'orientation homosexuelle, c'est pas parce qu'on lui parle de l'homosexualité qu'il deviendra homosexuel. Ah non, alors là, non, on est d'accord. Vous voyez, donc je crois que, enfin, on voit des films, par exemple, parfois ça nous parle, et puis parfois ça nous parle pas du tout, et je crois que faisons leur confiance aussi, peut-être. C'est important ce que vous dites, c'est que effectivement il y a l'ordre de la prévention, et j'ai eu des amis plus jeunes qui étaient homosexuels et qui savaient pas à qui en parler, comment le vivre, et c'est important de dire ok, je vis quelque chose et c'est pas si anormal, voilà. Sans pour autant promouvoir un courant et se dire avoir des tables de parole ou des temps d'écoute pour savoir ce que chacun traverse. Je pense que c'est plutôt une réflexion dans cet ordre-là, de cette offrande, de dire comment ça fonctionne. Voilà, peut-être voir les choses un peu, plutôt que de modéliser les choses, dire alors si t'as pas fait ça, t'es pourri, et puis du coup, on y va, on y va. Quoi, je crois avoir compris vos précautions, et elles sont tout à fait respectables. Samuel Comblès, je vous laisse conclure, parce qu'après tout, vous êtes à Innocence et vous connaissez par cœur. Non, la conclusion de cet après-midi, c'est qu'on avait des témoignages, je trouve, qui montrent que le sujet n'est pas simple, qu'on a besoin. En tout cas, je pense que ceux qui ont pris la parole ont envie de bien faire. On a conscience de la responsabilité qui est la nôtre d'un point de vue sociétal d'accompagner nos jeunes, et que, encore une fois, il y a 30 ou 40 ans, on aurait pu s'abstenir de le faire parce que de toute façon, ils l'auraient bien découvert à un moment ou à un autre. Là, aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Ils se parlent, ils ont accès à des ressources auxquelles on n'avait pas accès, et je pense qu'il y a c'est une vraie question de santé publique. C'est pas uniquement ce qu'on pense de tel ou tel sujet. Quelle est la société qu'on a envie de faire avec eux, d'autant plus que je pense que la sexualité, elle traduit après ce qu'on voit dans la rue, dans les cours de récré, etc., en termes de respect entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes. Enfin, voilà, il y a tout ça. Je pense que c'est un peu nous, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et comment on souhaite leur dire que pour faire société, il faut, c'est très béni oui, comme on dit ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même un peu ça. La sexualité, elle traduit quand même les rapports humains que nous pouvons avoir entre nous, et je suis pas certain qu'aujourd'hui, je veux pas être alarmiste, mais je crois qu'on a quand même un gros travail à faire de prise de conscience de là où on en est, et de les accompagner pour rectifier le tir, parce que je les trouve seuls en fait, les adolescents, dans et puis quand vous donnez les chiffres, 20% qui vont mal, c'est quand même pas rien, ça fait beaucoup. Et
la sexualité, certes, c'est un sujet qui concerne l'intime, mais c'est quand même un sujet qui regarde aussi un peu, je trouve, quand même la société, parce que si on ne gère pas ce sujet, eh ben, la société peut en souffrir, et donc on a un juste équilibre à trouver. Si on est bien dans sa sexualité, on va être bien dans sa vie et bien dans la société. Ça favorise, oui. Et tolérant. Merci beaucoup Samuel Comblaise. Merci Brigitte. Et c'est donc, vous êtes directeur général adjoint de l'association e-Enfance et non pas Innocence. C'est une autre association. J'ai fait l'amalgame. Merci beaucoup. Demain, on sera avec Christian Jamin. On va parler de la ménopause et parce que j'ai vu un spectacle magnifique dont on parlera également. Et puis je sais que beaucoup de femmes craignent la ménopause. Alors qu'il n'y a pas, ça va, ça passe très bien et on en parlera demain. Sud Radio, votre avis fait la différence.